Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode, premier épisode dans ce nouveau format. Et on va attaquer assez fort aujourd'hui parce que, aujourd'hui je voudrais t'expliquer que en gros, finalement, si tu n'as pas un mental d'acier et si tu n'es pas prêt à développer éventuellement un mental d'acier, j'ai envie de te dire qu'il vaut mieux que tu arrêtes tout de suite ta carrière d'entrepreneur. Alors je sais que ça peut paraître choc ce que je dis ici, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Au fond, se développer un mental d'acier, en tout cas quand on est entrepreneur, alors ça l'est aussi peut-être quand on ne l'est pas, mais encore plus quand on est entrepreneur ou qu'on souhaite devenir entrepreneur, il faut se dire qu'au fond, développer un mental d'acier, c'est un petit peu comme construire les fondations d'un immeuble. Si les fondations que tu construis pour un immeuble, si elles sont pourries, si elles sont pas bien prévues, si elles sont pas bien dimensionnées justement par rapport à l'immeuble que tu veux construire, eh bien, aux premières intempéries, aux premières petites catastrophes qui pourraient arriver, aux premiers grands vents, le bâtiment il risque tout simplement un petit peu de s'écrouler, de s'effondrer. Eh bien, en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu pareil. Si tu ne te développes pas un mental d'acier qui va te servir vraiment de fondation, eh bien, un petit peu aux premières emmerdes, tu risques aussi tout simplement de t'écrouler. Alors, je voudrais tout simplement, par exemple, que tu réfléchisses un petit peu aux questions ici, aux affirmations que je vais te donner et voir si tu te reconnais pas là-dedans, si c'est pas quelque chose qui t'est déjà arrivé. Donc par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir dans ta carrière d'entrepreneur, tu vois un petit peu cette série noire d'emmerdes, avoir toute une série de galères comme ça qui s'enchaînent, ou alors d'avoir des emmerdes comme ça justement un petit peu à l'appel. Puis tu connais un petit peu la fameuse loi de Murphy, donc la loi de l'emmerdement maximum, hein, qui dit qu'en gros, une galère va jamais arriver seul, que si quelque chose va se passer mal, ça se passera mal, et que tu vas comme ça un petit peu enchaîner les emmerdes. Donc tu vois des galères comme ça qui s'enchaînent, ou alors des emmerdes à l'appel, ou des difficultés comme ça qui s'accumulent, et quelquefois tout ça va te faire en sorte que tu vas peut-être avoir parfois l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Tu sais, tu te dis bon merde, finalement, pourquoi j'ai décidé de quitter mon job de salarié pour me lancer comme entrepreneur, pourquoi finalement j'ai pas fait le choix de dire oui à ce client-là qui me garantissait X mois de travail, et pourquoi j'ai dit non, et pourquoi j'ai fait le choix alors finalement de travailler comme je travaille maintenant. Enfin bref, voilà, tu sais, d'avoir parfois ce choix cette impression justement d'avoir fait le mauvais choix, ou voire quand même pire, hein, pire, après voilà, c'est à voir si c'est pire ou pas, mais moi par exemple, tu sais que c'est quelque chose que j'ai connu, d'avoir connu vraiment un plantage complet, d'avoir connu tout simplement une faillite, par exemple. Voilà, je sais pas si toi tu as déjà, si ça te parle, si tu as déjà connu ici dans ta carrière, je dirais, d'entrepreneur, si t'as pas déjà connu en fait ce genre de choses. Et justement, si tu as déjà connu ça, tu sais que la seule chose qui va te permettre de te relever de tout ça, la seule chose qui va te permettre de passer au-delà de ça et de te dire, ok, peu importe les emmerdes, peu importe les galères, peu importe éventuellement les plantages, voire éventuellement la faillite d'une activité, je poursuis mon chemin, j'ai envie de continuer, j'y crois encore, je me prends la claque, mais je l'accepte et je me relève. Et bien justement, si tu veux pouvoir faire ça, et si tu veux pouvoir faire ça dans la durée, tu n'as pas d'autre choix que te développer un mental d'acier. Parce que, voilà, tôt ou tard, et c'est pas pessimiste ce que je veux te dire ici, mais tôt ou tard, en tant qu'entrepreneur, des galères, tu vas en rencontrer. Des petites, facile à résoudre, pour lesquelles une solution va limite pointer le bout de son nez tout aussi vite que l'emmerde. Mais tu vas peut-être aussi tomber sur des galères beaucoup plus importantes, qu'elles soient financières, que ce soit des emmerdes avec un client
qui vont souvent d'ailleurs amener aussi des galères financières. Une conjoncture, enfin, j'aime pas parler de terme de conjoncture parce que ça retire un petit peu la notion de responsabilité, mais voilà, des décisions, des choix qui vont se révéler être les mauvais et qui du coup vont t'amener petit à petit vers une faillite certaine. Enfin voilà, des galères comme ça, tu risques d'en rencontrer. Alors je te le souhaite pas, hein, c'est pas le but, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand on décide de devenir entrepreneur, il faut s'attendre à devoir faire face à un moment donné à ce genre de galères, et il faut surtout se préparer à pouvoir les surmonter pour passer au-delà de ça. Et oui, effectivement, alors il y a d'autres choses qui vont t'aider, mais si à la base tu n'as pas développé un mental d'acier en tant qu'entrepreneur, quand viendra le moment de devoir faire face à ce genre de grosse emmerde, eh ben, tu risques tout simplement de décomposer et tu risques tout simplement d'avoir le sentiment que tout s'écroule et surtout que tu n'as plus la capacité, peut-être cette fois-là, de te relever. Et donc moi ici aujourd'hui, comme je te le disais, ce que j'aimerais bien partager avec toi pour ce premier contenu sur ce nouveau format, ce que j'aimerais bien te partager avec toi, c'est vraiment ma méthode pour développer justement un mental d'acier. Donc la méthode que, voilà, en tout cas moi ce que j'utilise, la manière que moi je travaille, la manière dont moi je travaille pour réussir justement à développer ce mental d'acier et donc finalement réussir eh bien, à surmonter les galères qui ont déjà parsemé mes 10-11 ans d'entrepreneuriat, certaines qui étaient plus petites, d'autres qui étaient quand même assez costauds, hein, comme je l'ai expliqué il y a un petit temps, voilà, j'ai connu une faillite, j'avais une société, une SPRL, qu'on a été, voilà, depuis quelques années, c'est une SPRL qu'on a dû mettre en faillite, avec toutes les emmerdes que ça apporte, et avec toutes les remises en question aussi à un moment donné que ça t'amène, puisque tu te mets à te poser des tonnes et des tonnes de questions, tu te remets en cause, ce qui est bon, quelque part c'est normal et il faut le refaire hein, de toute façon, mais tu te dis que finalement tu es peut-être la dernière des merdes, que tu n'es peut-être pas fait pour être entrepreneur, que tu ferais peut-être mieux d'essayer de retrouver un job comme salarié, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui te passent par la tête, et je veux dire à un moment donné, une des choses qui fait que tu arrives à passer au-dessus de ça, c'est parce que tu as développé depuis un certain temps, tu t'es mis vraiment à développer un mental d'acier qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à passer au-delà de ça. Et donc moi aujourd'hui, ce que je voudrais te partager avec toi, c'est justement ma méthode. Il y en a probablement d'autres, je dis pas qu'elle est universelle, mais en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne pour moi et c'est une méthode qui m'a permis justement sur ces 10-11 ans d'entrepreneur, au fur et à mesure de développer de plus en plus ce mental, ces fondations, ces bases solides qui m'aident à passer au-delà de certains caps, qui m'aident à passer au-delà de certaines galères. Voilà. Alors on y va, ça se fait en plusieurs étapes, alors elles sont pas forcément séquentielles ces étapes, en tout cas elles doivent être, l'intérêt c'est d'être réalisées vraiment dans leur ensemble, donc il faut essayer de plutôt appliquer l'ensemble de ces étapes, même si tu ne le fais pas forcément de manière séquentielle. Alors, il y en a quand même quelques-unes qui sont séquentielles, qui doivent arriver en premier. Et justement, la première chose à faire, la première étape de ma méthode qui est indispensable pour commencer à se développer un mental d'acier, c'est se fixer un objectif clair, précis et qui te met au challenge, qui te met au défi. Il faut, alors ça peut de nouveau paraître bateau et je sais que j'en parle ces derniers temps assez souvent de cette question de l'objectif et les personnes qui sont dans la masterclass le savent, j'en ai encore parlé plus longuement dans la masterclass, mais c'est primordial. Et tu vas comprendre après avec les autres étapes que je vais t'énoncer pourquoi c'est primordial de se fixer un objectif. Mais donc effectivement, la première chose c'est que tu dois te fixer en tant qu'entrepreneur quel est ton objectif de vie, qu'est-ce que tu souhaites éventuellement atteindre. Le plus simple entre guillemets est souvent de parler en termes de revenus parce que c'est ce qu'il y a de plus concret, ou en termes de chiffre d'affaires si tu veux parler en termes de chiffre d'affaires, mais tu peux aussi te fixer un objectif entre guillemets un petit peu différent qui va quelque part induire des sous-objectifs. Alors je vais essayer d'être clair par rapport à ça, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai expliqué dans le live d'introduction que j'ai fait ce matin, le but ici maintenant dans ces contenus, c'est de pas gratter à la surface, c'est de vraiment essayer quand même d'aller le plus profondément possible dans le sujet. Et donc voilà, quand je dis fixer un objectif, tu as effectivement deux possibilités. Soit tu te fixes vraiment un objectif limpide,
Et le plus souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, ben voilà, moi j'aimerais bien dans 5 ans ou dans 3 ans ou dans 1 an, ça un petit peu à toi de voir comment tu souhaites travailler, mais voilà, je souhaite atteindre tel objectif. Alors, je te conseille pas forcément quand même 1 an parce que c'est peut-être une vision un peu trop courte et c'est quand même minimum 3 ans. Surtout que l'idée, c'est que cet objectif, il doit être challengeant. Et donc, si tu te mets un objectif sur 1 an, tu risques d'être un peu trop timide dans l'objectif que tu vas te fixer, parce que tu vas te dire ouais mais 1 an on y sera vite, donc je vais pas mettre un truc trop costaud parce que je risque de pas y arriver. Donc moi je te conseille quand même minimum voilà de mettre sur 3 ans, c'est une bonne période je trouve. 3 ans on a encore voilà c'est assez facile quand même d'arriver à s'imaginer d'ici 3 ans et c'est quand même suffisamment éloigné pour arriver à se mettre un objectif qui sera suffisamment challengeant. Et donc voilà, une des premières manières de te fixer un objectif, c'est tout simplement de te dire, bon ben voilà, moi actuellement je génère un chiffre d'affaires de autant, ou actuellement mon revenu personnel est de autant, et je souhaite atteindre un chiffre d'affaires ou un revenu personnel qui sera stabilisé, qui sera X fois plus important. Donc, même, dis pas X fois plus important, mais dis vraiment un chiffre. Donc, j'en sais rien. Moi, si pour l'instant, ton entreprise fait 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, tu peux dire, ben voilà, moi, dans 3 ans, je souhaite que mon entreprise génère un chiffre d'affaires de 15 000 euros mensuel, d'accord? Ou si toi, actuellement, ton revenu personnel est de net, donc vraiment ce que tu as dans ta poche est, j'en sais rien, je veux dire un chiffre comme ça, il est de 2000 euros. Tu pourrais dire, ben moi dans 3 ans, je veux avoir un chiffre, j'ai envie d'avoir un revenu mensuel net stabilisé qui soit de 5500 euros. Voilà, par exemple. Ça c'est la première manière de fixer un objectif, c'est d'avoir vraiment quelque chose comme ça de très très clair, très précis. Je veux dire, voilà, c'est mathématique. Il y a une autre manière, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée comme ça de travailler sur base de chiffres comme ça. Et donc il y a une autre manière de fixer un objectif qui est un petit peu de passer par la bande, qui est de te dire, bon ben voilà, moi, et qui induit en fait d'autres choses. Je m'explique. Imaginons que tu n'es pas à l'aise à l'idée de vraiment te fixer comme ça un chiffre, voilà, quelle que soit la raison, peut-être par rapport à ta mentalité, à ta culture, etc., etc. Tu pourrais très bien te dire, ah ben voilà, moi, mon objectif, je vais te prendre un exemple, par exemple, qui est personnel, hein, ça peut être un de mes objectifs, enfin, c'est un de mes objectifs d'ailleurs. Mon objectif, c'est pourrait dire, ben voilà, moi, dans 3 ans, j'aimerais bien pouvoir m'acheter un ULM, d'une valeur, un ULM, voilà, même d'occasion, d'une valeur de 25 000 euros. Voilà, j'aimerais bien pouvoir acheter, donc sans devoir prendre de prêt, hein, voilà, je voudrais bien pouvoir m'acheter un ULM pour un budget, un ULM d'occasion pour un budget de 25 000 euros. Et ça, c'est un objectif dans 3 ans. Voilà, imaginons que ce soit ça. Le truc en fait c'est que, bah oui, à l'heure actuelle, bah, est-ce que j'ai les 25 000 euros sur mon compte pour acheter l'ULM? Non, je ne l'ai pas. Donc ça veut dire que si mon objectif est clairement dit que c'est ça que je veux faire dans 3 ans et sans prêt, ça veut donc dire que je dois avoir cet argent. Je dois l'avoir économisé. Et il faut bien entendu que le fait de dépenser cet argent pour acheter l'ULM ne me mette pas dans 3 ans, ne me mettra pas dans une situation compliquée. Et donc en fait, en travaillant avec ce genre d'objectif, qui a quand même forcément une valeur financière, le truc c'est que indirectement, tu vas forcément en déduire des sous-objectifs, de dire, ah ben ouais, ok, si je veux acheter ça dans 3 ans, ça veut dire que dans 3 ans, il faut que j'ai 25 000 euros sur un compte épargne spécial ULM, donc ça ne représente pas l'ensemble de mon épargne, parce que bien entendu, il faut que même quand j'aurai claqué ces 25 000 euros dans l'ULM, il faut que j'ai encore une épargne à côté. Donc voilà, si imaginons je mets ce qui est le cas 20% de tout ce que je gagne en épargne, on pourrait partir du principe de dire bon ok, ça veut dire que je vais mettre moitié de mon épargne pour économiser pour l'ULM et l'autre moitié de mon épargne voilà pour les autres économies. Donc ça veut dire qu'en gros il faut que avec 10% qu'avec 10% de mon épargne, j'économise 25 000 euros. Donc 10%,
Autrement dit, ça veut dire que 25 000 euros représentent 10% de ce que j'aurais gagné sur 3 ans. Donc alors, je te donne l'exemple que je te donne ici, je le fais vraiment en mode impro, donc tu sais que je suis nul en maths et j'ai rien pour faire le calcul, mais donc a priori c'est quand même pas trop compliqué. C'est que si 25 000 euros c'est 10% de ce que j'ai gagné, ça veut dire en gros que sur les 3 ans à venir, je dois gagner 250 000 euros. Parce que si je gagne 250 000 euros et que 10% de ce que j'ai gagné, je le mets côté pour l'ULM, bah, ça veut dire 25 000, c'est-à-dire que j'ai 25 000. Et donc ça veut dire que ça veut automatiquement fixer cet objectif-là, c'est de se dire que sur 3 ans, je dois générer un total de 250 000 euros de revenus personnels. Alors du coup, c'est peut-être beaucoup, mon exemple, j'en sais rien, mais bref. Donc ça veut dire que si je divise 250 000, voilà, bah, divisé en 3, bah, ça me permet d'avoir un chiffre, annuel, et puis éventuellement, voilà, un chiffre mensuel. Bon, de nouveau, c'est un exemple, j'ai vraiment fait en live, donc l'exemple il est peut-être un peu farfelu, mais tu vois l'idée, c'est qu'en fait en gros, en travaillant avec un objectif comme ça qui est plutôt matériel, ou un objectif qui est éventuellement une expérience, ou ça pourrait être, j'en sais rien, moi si toi ton trip, ton rêve c'est de se dire, ben moi j'aimerais bien partir, j'aimerais bien pouvoir pendant 6 mois, dans 3 ans, j'aimerais bien pendant 6 mois pouvoir arrêter tout ce que je fais et partir à l'aventure, faire, j'en sais rien, moi le tour de l'Europe à vélo, ou j'en sais rien, enfin bref, tu vois le truc, mais forcément, oui, ton objectif n'est pas directement financier, mais il va induire un objectif financier, il va induire quelque chose, une finalité à obtenir. Bref, tu comprends l'idée. Donc la première étape pour se développer un mental d'acier, c'est effectivement de se fixer un objectif qui soit clair, précis et qui te challenge, qui te donne envie de tout faire pour atteindre l'objectif. La deuxième étape, parce que c'est pas le tout de se fixer un objectif, la deuxième étape, c'est de te donner 101 raisons d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te fixes un objectif, et tu sais, c'est un peu le cas, voilà, chaque année, un petit peu quand on fait ces bonnes résolutions de la nouvelle année, au moment où on se fixe l'objectif, au moment où on se dit, ah voilà, je vais aller à la salle de sport tous les jours, ou j'ai envie d'arrêter de fumer, ou j'ai envie de, j'en sais rien, moi, diminuer ma consommation d'alcool, ou j'ai envie de lire plus, ou j'ai envie de, enfin bon, bref. Au moment où tu te fixes l'objectif, t'es un petit peu tout feu tout flamme, quoi. T'es vraiment à fond dans le truc, t'es vraiment motivé à atteindre l'objectif, et donc voilà, t'es à fond et tu te dis là, je suis tellement à fond qu'il n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, cette période un petit peu d'euphorie, elle va se tasser, et tu vas retourner dans ta vie normale, et tu vas retourner dans ton train-train quotidien, et tu vas retourner avec tes tonnes d'emmerdes à régler au fil du temps, etc., etc., etc. Si bien que cette période un peu tout feu, tout flamme que tu avais au moment où tu as fixé l'objectif, elle va un petit peu s'atténuer, elle va disparaître. Et c'est à ce moment-là où tu risques tout simplement de dire « Ouais, bon, allez... » Ok, je sais que je m'étais dit que j'allais aller à la salle tous les jours, mais là j'ai franchement autre chose à faire, donc je ne vais pas y aller, j'irai demain. Et puis le lendemain, dit bon, bah allez, c'est pas 2 jours d'arrêt, c'est pas grave, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite, et puis tu te retrouves finalement que tu as payé un abonnement pour 1 an, et tu as été 1 mois, et puis le reste du temps, ça t'a servi à rien. Je pense que tu vois un petit peu le truc, et où je veux en venir. Et en fait, c'est humain, c'est normal, c'est naturel, c'est que je veux dire, à partir du moment où on se fixe un objectif, on est super motivé, et on n'a que ça en tête, parce qu'on y a vraiment réfléchi, et on s'imagine le truc, mais après, il y a un moment donné où ton cerveau, de manière normale et naturelle, il va te refaire simplement tourner dans la vie quotidienne, et tu risques tout simplement de l'oublier, cet objectif. Par contre, si au moment où tu te fixes l'objectif, tu notes, et je te conseille vraiment, encore une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent, note-le, tu prends un carnet, tu notes en grand, tout en haut de ce carnet, ton objectif. Dans 3 ans, tu dis voilà, dans 3 ans, je machin, et tu te notes en dessous, alors je dis 101 raisons, tu comprends le truc, pourquoi je dis 101, l'idée c'est que tu dois te développer, tu dois écrire un maximum de raisons. Donc je note 101 parce que le but n'est pas que tu te dises, bon je vais noter 3 raisons pour lesquelles je vais obtenir l'objectif, et puis j'abandonne là, non. Essaie quand même d'en trouver 20, 30, 40, 50, plus tu en trouves, mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où tu as toutes les raisons du monde d'atteindre cet objectif, il y a beaucoup moins de risques
que tu abandonnes. Il y a beaucoup moins de risques que quand tu seras dans cette période de creux où la période tout feu tout flamme est passée. Il y a beaucoup moins de risques que tu abandonnes parce que tu te rappelleras de toutes les raisons pour lesquelles, à un moment donné, à un instant T, tu t'es fixé d'atteindre cet objectif. Si tu n'as pas fixé des raisons concrètes, objectives, puissantes et nombreuses, si tu n'as pas fixé toutes ces raisons-là pour lesquelles tu souhaites atteindre l'objectif, au premier moment de découragement, tu vas laisser tomber. Aux premières difficultés, tu vas laisser tomber. Aux premières emmerdes, tu vas laisser tomber. Et des difficultés, et des emmerdes, et des découragements, tu en auras. Surtout si tu te fixes comme ça un objectif sur 3 ans, il sera vite fait. Voilà, si moi je prends mon exemple, ben voilà, je vais amasser sur un compte épargne pour acheter ça. Ben, si à un moment donné, voilà, c'est pas un objectif qui est vraiment puissant et pour lequel j'ai des tonnes et des tonnes de raisons de l'atteindre, ben, à un moment donné, cet argent que j'aurais mis de côté, je me serais dit bon, allez, ben, c'est pas grave si j'allais. Bon, ok, j'ai déjà économisé 5000, allez, c'est pas grave si j'en prends 2000 pour acheter ça, je les remettrai, je rééconomiserai, bon voilà. Et puis finalement, je vais en prendre 2000 pour ci et 2000 pour ça, et puis en fait, à un moment donné, j'ai rouvert mon compte en banque, je dis, ah ben putain, toute l'épargne que j'avais commencé à faire pour mon ULM, elle a fondu comme neige au soleil. Tandis que si à un moment donné, j'ai cette liste énorme de raisons pour lesquelles je veux atteindre cet objectif, et que je l'ai écrit, le jour où à un moment donné, je me dirais, bon allez, je pourrais bien aller. Ah, je vais me rappeler de toutes ces raisons. Je vais m'attendre, Olivier, parce que si tu fais ça, tu vas reculer ton objectif d'acheter un ULM. Et rappelle-toi pourquoi tu veux acheter cet ULM. Parce qu'il y a ça, 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 parce qu'il y a ça. Et plus tu as de raisons, plus tu auras de chance de ne pas laisser tomber l'objectif. Donc ces 2 premières étapes, tu dois les faire, bien entendu, là par contre, séquentiellement. Elles sont indispensables. La 3e étape aussi, donc là aussi, on est dans du séquentiel finalement. Alors, du coup, elles seront peut-être toutes séquentielles, tu vois, par rapport à ce que je t'ai dit. Mais c'est pas grave. Voilà, la 3e étape. Donc, une fois que tu as fixé ton objectif, une fois que tu as listé toutes ces raisons indispensables pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif, tu vas te mettre à visualiser. Tu vas te mettre à visualiser quoi? Alors, 3 choses. Je suis pas dans l'idée un peu de la pensée positive en disant, tu vois, c'est parce que je vais visualiser le truc que ça va arriver. Non, c'est pas parce que je vais visualiser le fait que je tape 25 000 euros sur un compte épargne que du jour au lendemain, les 25 000 euros seront sur mon compte épargne. C'est pas ça que je veux dire. Mais la visualisation, effectivement, permet de faire un ancrage fort, puissant dans ton cerveau et va t'aider justement à maintenir le cap. Et c'est pour ça que tu as 3 visualisations à faire pour t'aider à développer ce mental d'acier. La première visualisation que tu dois faire, c'est comment ce sera. Donc comment ce sera quand ton objectif sera atteint? Si je reprends mon exemple, c'est tiens, comment ce sera le jour où je vais aller rechercher l'ULM que je viens d'acheter, qui sera par exemple du côté de Reims, et que par un beau matin de printemps, je serai là sur l'aérodrome du côté de Reims, avec maintenant voilà mon nouvel ULM fraîchement acheté à côté de moi, avec le plan de vol que j'aurai déposé, et avec cette idée que je vais aller faire ma première navigation avec ce nouvel ULM de Reims pour retourner jusque Saint-Guilain. Voilà, c'est imaginer comment ce sera, comment tu vas vivre ce moment-là. Et puis comment ce sera, ben oui, le fait que tiens, un jour je vois qu'il fait beau, j'ai envie d'aller voler, j'ai plus besoin d'aller vérifier, tiens, est-ce qu'il y a un avion de libre? Mais non, j'ai plus besoin parce que j'ai mon ULM qui est là et je sais que c'est rien qu'à moi, qu'il n'y a personne d'autre qui aura mis les mains dessus, qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un a chipoté à telle ou telle chose, qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un a abîmé telle ou telle chose. Voilà, ce sera mon ULM, il sera là, je pourrai l'utiliser quand je veux pour faire un petit peu ce que je veux. Enfin voilà. Donc tu visualises comment ce sera. Donc tu visualises le résultat final. Maintenant, il a été prouvé qu'effectivement, juste visualiser le résultat final n'est quelquefois pas suffisant. Et il y a une chose qui est aussi importante à visualiser que l'objectif final, c'est de visualiser la route que tu vas suivre. Visualiser la route que tu vas suivre pour atteindre cet objectif. Parce que, encore une fois, l'objectif est beau, mais il ne faut pas vivre que pour l'objectif. Tu sais, on le dit souvent ça en développement personnel et en tant qu'entrepreneur et surtout dans cette idée de te développer un mental d'acier, c'est hyper important.
L'objectif n'est pas une fin en soi. L'objectif, ou dit autrement, quand tu auras atteint cet objectif, ce ne sera pas la fin de ta vie, ce ne sera pas la fin de ta carrière d'entrepreneur, ce ne sera pas le dernier objectif que tu vas te fixer, tu vas devoir en fixer des autres. Et il faut que le chemin que tu vas emprunter soit limite aussi beau à suivre que le jour où tu vas atteindre l'objectif. Et donc il est aussi important de visualiser ce chemin. Donc il est tout aussi important de visualiser un petit peu toute la route que tu vas suivre, tout le parcours que tu vas suivre pour au final atteindre l'objectif. Donc il faut que tu te vois, il faut que tu t'imagines, par exemple dans mon cas, ben voilà, ouvrir ce compte épargne que je vais appeler ULM, épargne ULM. Il faut que je me vois séparer tout ce que j'économise tous les mois en deux et de mettre comme ça une partie sur ce compte épargne spécialement pour l'ULM. Il faut que je me vois voilà, mettre en place des actions pour me permettre de générer encore plus de revenus et donc pouvoir générer plus d'épargne et donc pouvoir pourquoi pas atteindre plus rapidement l'objectif, etc., etc., etc. Il faut que tu arrives à visualiser ça aussi. Il faut que tu arrives à visualiser les emmerdes possibles. Donc il faut que tu arrives aussi à visualiser, parce que de nouveau, on n'est pas dans un monde de bisounours, et donc on sait très bien que des galères, tu vas en avoir. Et donc il faut que tu arrives aussi, que tu imprègnes dans ta visualisation, que tu imprègnes des moments où, tiens, il y a quelque chose qui va pas se passer comme tu l'avais prévu. Et il faut que tu t'imagines en train de vivre ce moment où ça ne se passe pas comme c'était prévu. Et il faut que tu arrives à t'imaginer à ce moment-là en train de trouver une solution. Il faut que tu t'imagines être créatif et que tu arrives à trouver une solution pour passer au-delà de cette emmerde. Et comme ça, dans ta visualisation, tu te vois vivre cette emmerde, tu te vois vivre ce truc qui n'était pas forcément prévu, et tu te vois surtout t'en sortir et avancer. Alors de nouveau, on n'est pas dans l'idée de jouer à Madame Soleil et de prévoir tout ce qui pourrait arriver. C'est même pas tellement ça l'objectif. Le but, c'est simplement d'entraîner ton cerveau, d'entraîner ton inconscient à l'idée de te voir vivre des emmerdes, de les accepter, de les appréhender et d'être suffisamment créatif et d'avoir justement suffisamment ce mental d'acier pour trouver une solution. Donc peut-être que les emmerdes que tu vas envisager, peut-être qu'il y en a certaines qui sont entre guillemets un petit peu farfelues, ou peut-être qu'il y en a certaines qui ne se produiront pas et qui ont peut-être peu de chances de se produire. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à s'imaginer avoir cette capacité, grâce à ton mental justement d'acier, de surmonter n'importe quelle galère. Alors bien entendu, si tu sais qu'il y a vraiment des emmerdes qui ont un fort potentiel de risque de se produire, c'est tout aussi intéressant de te visualiser en train de vivre cette emmerde et surtout, pas rester sur ça, de te visualiser en train d'appliquer telle ou telle ou telle ou telle solution. Comme ça, si un jour cette emmerde-là précise arrive, eh bien effectivement, tu auras déjà entraîné ton cerveau à réagir à ça. La troisième visualisation que tu dois faire, c'est t'imaginer comment ça sera si tu abandonnes. Essaie de t'imaginer, dire voilà, de t'imaginer que tu as abandonné. Alors c'est pas la visualisation qu'il faut le faire le plus souvent, mais une fois de temps en temps, c'est intéressant de la faire aussi, cette visualisation, de dire tiens, et si maintenant, finalement, j'abandonnais mon objectif? Et si maintenant, finalement, je ne faisais plus en sorte de faire des actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Comment ça sera? Comment ça sera si je n'atteins pas l'objectif? Comment ça sera moi si finalement j'arrive pas à avoir mon ULM? Comment ce sera voilà si je dois tout le temps dépendre en fait d'avions qui sont disponibles ou pas quand j'ai envie? Comment ce sera si je dois toujours dépendre d'avions qui passent entre les mains de dizaines et de dizaines d'étudiants qui de temps en temps n'en prennent pas forcément soin, etc., etc. Et comment je me sentirais finalement si à un moment donné je baissais les bras, j'abandonnais, etc. Enfin, tu vois, il est aussi important de le faire pour, entre guillemets, te challenger, pour, à un moment donné, chaque fois un petit peu te remotiver à dire, non, mais attends, putain, je peux pas m'imaginer ne pas réussir. Voilà. Troisième étape. La quatrième étape, elle va te paraître aussi un petit peu sadique, mais elle est très intéressante et c'est quelque chose aussi que j'évoque. Tu sais, je fais parfois des interventions dans des écoles
Et c'est une étape, enfin c'est quelque chose que je conseille entre guillemets quelquefois à ces étudiants qui pourquoi pas se disent ah ben tiens être entrepreneur un jour ça pourrait être cool, mais qui ont un petit peu cette crainte de dire ouais mais et si jamais, et si jamais, et si jamais. La quatrième étape pour réussir à se développer un mental d'acier, enfin en tout cas moi c'est une de mes étapes, c'est de m'imaginer le pire et de tirer le trait exprès, à fond. C'est-à-dire vraiment imaginer, bordel, qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qui se passerait si, voilà, du jour au lendemain, tous mes clients disparaissent? Du jour au lendemain, j'ai plus aucun client, plus personne ne paye, j'ai plus aucune source de revenus, et pire, je tombe dans une forme de dépression qui fait que je suis incapable de me relever, je suis incapable de trouver, de lancer un nouveau truc, de régénérer de nouveau du chiffre, de repartir de zéro. Et je suis même tellement dans un état lamentable que même limite aller donner une lettre de candidature pour trouver un job de salarié, c'est pas la peine. Et donc il y a ça qui arrive. Et puis, fruit du hasard, loi de Murphy, comme tu veux, bardaf, ma compagne se fait virer en même temps. Au même moment, paf, elle se fait virer, c'est-à-dire plus de boulot, plus de boulot. Alors, et le pire, voilà, elle était un petit peu, voilà, elle avait pété un câble et en fait finalement, elle a été au boulot mort bourrée. Voilà, elle est arrivée un jour au boulot mort bourrée et comme si ça suffisait pas, comme elle était mort bourrée, elle a foutu une claque à son chef, quoi. Et donc, elle est virée mais pour faute grave. Donc, elle a même pas d'indemnité et pas droit au chômage. Comme c'est faute grave, voilà, elle se retrouve sans rien. Donc, ça veut dire, et moi pareil, bah, indépendant, du coup, j'ai droit à plus rien. Donc, on se retrouve du jour au lendemain avec plus aucune source de revenus. Comme ça. Alors après, forcément, très vite, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus payer la maison, on ne sait plus payer les voitures, on ne sait plus payer les charges, etc. etc. Et donc, ben, forcément, les banques vont revenir, vont nous prendre les bagnoles, ça à la limite, tu vas me dire que c'est pas encore trop grave, et puis à un moment donné, ben, la banque va dire, bon, écoutez, on va mettre la maison en vente en hypothèque, et comme ça, eux, ils se remboursent le prêt, mais nous, à la limite, on touche quasiment rien. Et puis, comme on avait commencé à emmagasiner des dettes, ben, à la limite, le peu d'argent qu'on touche quand même sur la vente de la maison, ça sert à payer nos dettes. Et donc, on se retrouve vraiment, voilà, plus de boulot, plus rien, et limite à la rue. Voilà, tu vois, tu exagères le trait exprès. Et là, tu te demandes, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je serais vraiment à la rue? Est-ce que mes enfants seraient vraiment à la rue? Est-ce que mes enfants n'auraient plus de quoi bouffer? Est-ce que mes enfants ne pourraient plus aller à l'école? Est-ce que mes enfants n'auraient plus de quoi s'habiller? Non. Moi, après, voilà, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Alors déjà, probablement qu'on n'attendrait pas d'être dans cette situation catastrophique pour réagir. Ou en tout cas, les personnes qui nous sont proches, que ce soit mes parents, les parents de ma compagne, etc., n'attendraient pas qu'on soit dans cette situation catastrophique pour réagir. Mais imaginons qu'on est tellement honteux qu'on leur a caché tout ça. Jusqu'au jour où forcément, ben là, on se retrouve, on a donné les clés de la maison aux nouveaux acheteurs, on se retrouve vraiment dehors. Bon, ben là, forcément, il va bien falloir en parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, on va se faire recueillir, que ce soit chez mon père ou chez ma mère, ou que ce soit chez les parents de ma compagne, ou voire même chez ma sœur. Enfin voilà, on va être recueillis. Nos enfants seront recueillis. Ils ne seront pas à la rue. Et bien entendu qu'ils vont nous aider, que le temps qu'on se redresse, que le temps qu'on se relève, qu'on recommence, ben ils vont nous nourrir, ils vont nous loger, ils vont nous aider à nous vêtir. Alors oui, ok, ce sera peut-être plus le grand luxe, alors oui, ok, on aura peut-être plus de loisirs, etc., etc., on pourra peut-être plus partir en vacances pendant un certain temps, mais est-ce qu'on se retrouverait dans une situation au point d'être SDF ou de mourir? Non. Et ici, voilà, ce que je te conseille, pourquoi je te conseille de faire ça, parce que de nouveau, ça peut paraître un petit peu sadique ou très pessimiste de faire ça, mais non, en fait, au contraire, ça va te rassurer. Ça va te faire souffler un bon coup. Parce que tu vas toujours te dire que voilà, quelles que soient les grosses galères, les grosses emmerdes qui pourraient arriver, déjà, voilà, il y aura toujours une sortie possible. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu pourras
te relever. Et le fait d'exagérer le trait exprès, ça va permettre de dire, mais voilà, mais ça, cette situation-là, catastrophique au point où je l'ai décrite, elle n'arrivera jamais. Alors oui, il pourrait peut-être arriver que ma compagne perd son boulot. Ou il pourrait peut-être arriver, et ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle, que du jour au lendemain, ou quasiment du jour au lendemain, parce que c'est pas non plus du jour au lendemain, que voilà, mes clients disparaissent, et que j'ai plus de facturation et que je dois repartir à zéro. Mais toute la situation que je viens de te décrire, honnêtement, quel est le risque qu'elle se produise vraiment? Je ne vais pas dire zéro, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais honnêtement, il est beaucoup plus que faible. Et donc le fait de travailler là-dessus, ça va aussi justement t'aider à te développer un mental d'acier, parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ok, go, je peux y aller, parce que de toute façon, dans le pire des cas, voilà ce qui pourrait arriver. Et je ne serai pas mort, et je ne serai pas complètement par terre, et je pourrais me relever. Donc ça, c'est une autre chose à faire pour arriver à se développer un mental d'acier. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième étape qui pour moi m'a aussi été d'une aide cruciale dans cette période de faillite et de préparation de la faillite, et même avant ça, et encore maintenant, c'est s'entourer de mentors. S'entourer de personnes ressources. Et tu ne dois pas en avoir 10. Au contraire, 2, 3 personnes. Si tu en as déjà une, c'est très bien. Mais éventuellement 2 ou 3 personnes, c'est largement suffisant. Et ces personnes-là, il faut que tu sois suffisamment proche d'elles pour justement pouvoir leur parler, pouvoir leur évoquer tes craintes, pouvoir leur évoquer des problèmes que tu vis. Mais il faut que tu sois suffisamment détaché d'elles pour ne pas tomber dans une forme de dépendance suraffective. Pourquoi ? Donc pour le premier point, ça semble clair. C'est logique que si tu n'es pas suffisamment proche des personnes, ben ça peut c'est un peu compliqué si à un moment donné tu te retrouves dans une emmerde, d'aller lui téléphoner et dire écoute, voilà, je suis en train de vivre ça, ça me va pas, ou je stresse, machin de Sarah, est-ce qu'on pourrait aller bouffer ensemble pour en parler? Bon, quoique ça pourrait, mais c'est une démarche qui est un peu étrange. Par contre, si c'est quelqu'un, voilà, un ami, quelqu'un en tout cas avec qui tu entretiens une certaine forme de relation, ben c'est plausible qu'à un moment donné tu appelles cette personne parce que tu sais qu'elle a de l'expérience dans ce domaine-là, tu sais par exemple qu'elle a peut-être déjà vécu ce genre de galère, tu sais qu'il a connu énormément de réussite, enfin voilà, et donc tu sais qu'il va pouvoir t'aider par rapport à ça, qu'il va pouvoir te challenger, te rebooster, te donner des conseils, te donner des pistes que tu n'as pas, que toi personnellement tu n'as pas forcément prévues. Et donc voilà, c'est quand même intéressant d'être suffisamment proche. Et puis surtout, tu vas devoir te confier à cette personne, tu vas lui faire part de problèmes, etc. Et donc quelquefois, bon, à un parfait inconnu, c'est plus compliqué. Et puis si la personne te connaît un minimum, connaît ta situation, forcément qu'elle pourra te guider de manière beaucoup plus précise que si tu es limite une sorte d'inconnu pour elle. Par contre, être beaucoup trop proche de cette personne risque aussi de générer voilà, cette forme de dépendance affective. Il faut pas, n'oublie pas, voilà, un mentor, c'est quelqu'un qui va te guider, qui va t'aider à te donner des pistes, qui va te donner des pistes pour trouver des solutions dans une situation dans laquelle tu es. Parce que souvent, il faut te dire que quand tu vas être voilà, enfoui dans les emmerdes, il y a une chose, c'est que toi, tu n'auras plus de vision suffisamment objective du truc. Si c'est toi qui es en train de vivre les emmerdes, il y a grande chance, ou grand risque, ça dépend comment on le prend, que tu vives ça de manière très subjective, de manière très personnelle, de manière très sentimentale. Et donc du coup, que tu n'arrives plus à prendre des décisions rationnelles par rapport à ça, que tu n'arrives plus à prendre des décisions techniques par rapport à ça. Je vais donner mon exemple, moi effectivement, X mois avant vraiment le dépôt de faillite, quand je sentais que ça commençait à mal tourner, quand je sentais que je risquais vraiment entre guillemets de tout perdre, et je mets le tout entre guillemets, mais bon voilà, tu me comprends, j'étais mal, comme c'était pas possible d'être mal. Et la seule chose à laquelle je pensais, c'était des choses très personnelles. C'était je me remettais en cause moi personnellement. Je me disais j'ai tout foiré, j'ai tout raté, je suis qu'une merde, etc., etc. Et j'arrivais pas à voir le bout du tunnel. J'arrivais pas à entrevoir de solutions. J'arrivais pas à raisonner de manière rationnelle et objective par rapport à ça. Et ce qui m'a aidé, c'est justement de pouvoir en parler à, en l'occurrence ici, 2 personnes différentes qui connaissaient ma situation,
et qui m'ont boosté, qui m'ont challengé et surtout, qui m'ont fait me rendre compte que je devais appréhender cette situation d'une manière technique et rationnelle et pas d'une manière émotionnelle et sentimentale. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir les choses de cette autre manière, donc que j'ai changé mon angle de vue par rapport à cette grosse emmerde, que j'ai réussi à entrevoir des solutions, entrevoir des ports de sortie, et que j'ai réussi à gérer cette faillite effectivement pour ce que c'était, c'est-à-dire la faillite d'une SPRL et pas la faillite de ma vie, d'accord ? Et donc, voilà, le seul truc c'est que si tu es émotionnellement trop proche des personnes que tu vas prendre comme mentor, il y a deux risques. Le premier, c'est qu'elle-même ne soit pas suffisamment objective, qu'elle n'ose pas te pousser un peu de trop, de peur de te faire mal, de peur de t'enfoncer encore plus. Ça, c'est le premier risque. Et donc finalement, qui va faillir à son rôle de mentor et de coach, si on peut dire. Le deuxième risque, il est que toi, tu te reposes beaucoup trop sur cette personne. Tu vas limite transférer tes emmerdes auprès de cette personne et tu vas attendre de cette personne non pas qu'elle joue un rôle de mentor, mais limite qu'elle joue un rôle de sauveur. Et c'est pas d'un sauveur dont tu as besoin. C'est d'un mentor, c'est de quelqu'un qui va te guider, c'est quelqu'un qui à un moment donné va te foutre une claque, va te dire attends Olivier, c'est bon, stop, c'est pas la fin du monde, c'est qu'une faillite qui est en train de se préparer, il faut que tu fasses ça, et tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire après, point barre. Et voilà. Donc tu n'as pas besoin d'un sauveur, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te prendre par la main et qui va te dire ne t'inquiète pas Olivier, je vais faire ça avec toi, je vais t'aider, je vais te faire ci, je vais faire ça. Non, tu as besoin de quelqu'un qui va te challenger, qui va te booster. Si tu es sentimentalement trop proche, émotionnellement trop proche de ton mentor, il ne pourra pas jouer ce rôle et toi, tu risques effectivement d'attendre de sa part un rôle de sauveur plutôt que d'un rôle de mentor. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important ? Pour se développer un mental d'acier, de nouveau, tout simplement parce que le jour où tu auras un doute, le jour où tu te dis là j'aimerais quand même avoir un avis d'extérieur, le fait d'avoir déjà dans ta liste, dans ton répertoire téléphonique, d'avoir des personnes où tu sais que tu peux les appeler et qui seront disponibles et qui pourront aller bouffer avec toi et que tu pourras leur exploser le problème et qui vont te dire fais ça et tu vas voir ça pourra mieux tester, ou qui pourront te permettre simplement de réfléchir d'une manière différente que tu ne l'as fait jusqu'à présent, ça va te rassurer, et ça va donc t'aider à développer le mental d'acier. C'est un petit peu comme en aviation, tu sais bien que j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est un petit peu comme en aviation, le fait d'avoir un parachute balistique qui est installé dans l'avion. Ça rassure, on sait que il doit normalement rien arriver, qu'il n'y aura aucun problème, etc., etc. Mais on se dit, mais voilà, au cas où il y a le parachute balistique. C'est-à-dire que si vraiment à un moment donné, moteur s'arrête, les deux ailes se cassent, c'est pas grave, j'ai le parachute qui est là. Voilà. Eh bien, donc même si finalement tu ne l'utilises jamais, mais tu sais qu'il est là. Et là c'est pareil, même si à un moment donné peut-être que tu ne feras jamais appel à eux, tu sais qu'à un moment donné tu as ces parachutes, tu as ces mentors que tu vas pouvoir appeler. Ok ? Sixième et dernière étape, et avant-dernière étape, qu'est-ce que je raconte ? Sixième et avant-dernière étape de ma méthode complète pour développer un mental d'acier quand on est entrepreneur, faire des actions chaque jour. Faire des actions chaque jour. Alors écoute, si tu veux un jour, je sais pas moi, avoir des abdos en béton, ou si tu veux avoir des bras et des épaules à la Schwarzenegger, en tout cas il y a quelques années, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller soulever des poids tous les jours, tu vas aller faire des abdos tous les jours, tu vas pas te dire bon je vais faire ça une fois par semaine et puis on verra. Non, tu vas faire des choses tous les jours, chaque jour tu vas te mettre cette routine qui va te permettre de développer ces abdos, de ces plaques, ces tablettes de chocolat. C'est quelque chose que tu vas faire tous les jours. Toi c'est pareil, si tu veux te développer un mental d'acier comme entrepreneur, tous les jours, tu dois faire des actions. Quand je dis que tu dois faire des actions, tu vas me dire, bah oui, mais attends, on fait des choses tous les jours, parce que on bosse, oui, mais fais des actions concrètes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Fais des actions concrètes qui vont te permettre de te mettre un petit peu en danger, de sortir de ta zone de confort. Fais des actions concrètes pour démarrer un nouveau projet. Même si après, finalement, tu te rends compte que ce projet, il peut pas fonctionner, que tu l'arrêtes, c'est pas grave. Tu feras des actions pour démarrer un autre projet. Mais fais des choses tous les jours,
tous les jours, fais au moins une chose. Pour de nouveau, comme le gars qui soulève des fontes tous les jours, ou le gars qui fait des abdos tous les jours, même si un jour il est un peu plus fatigué, parce qu'il a guindaillé la veille, et donc il n'arrive pas à faire, alors j'en sais rien, je sais pas c'est quoi un bon nombre d'abdos quand on est costaud, parce que moi c'est pas mon cas, mais imaginons que d'habitude il fait 100 abdos, voilà, et ben même si un jour, voilà, un matin il sait pas faire ses 100 abdos parce que la veille il a guindaillé sévère avec ses potes et il sait pas le faire, et qu'il n'en fait que 50, mais c'est pas grave, il va les faire. Et toi c'est pareil, même si un jour tu as moins de temps, parce que tu as eu justement beaucoup de boulot, ou si tu as un peu moins d'énergie, enfin peu importe, mais fais une action, même petite, tous les jours, juste pour, tu vois, développer ce mental d'acier de se mettre en action, de se bouger. Parce que quand tout va bien, c'est facile à faire. Quand ça va un peu moins bien, c'est déjà plus compliqué. Quand tu te prends des claques sur claques et qu'à un moment donné, c'est la merde des merdes dans ton activité, si tu n'as pas développé cette habitude, cette routine de faire des actions concrètes tous les jours pour essayer de développer d'autres choses, c'est pas quand tu iras mal que tu arriveras à le faire. D'accord? Eh bien, là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que si justement tu te développes là maintenant cette habitude, cette routine de faire des actions concrètes tous les jours eh bien le jour où ça ira peut-être moins bien, ça sera beaucoup plus simple pour toi, même en n'étant pas bien, d'arriver à continuer à faire ces actions parce que tu auras développé ces habitudes. D'accord ? Et la dernière étape de mon plan, de ma méthode pour développer un mental d'acier, c'est être honnête avec soi et avec les autres. Je l'ai mis en dernier parce qu'elle a un côté peut-être un peu plus philosophique, entre guillemets. On peut se demander pourquoi la foutre là, mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé. Tu sais, quand les choses vont bien, on n'a aucun problème à dire voilà, bah oui, ça va, machin, etc. On en discute, etc., etc. Parfois, quand les choses vont moins bien, ou si on fait quelque chose et qu'on se foire lamentablement, et c'est encore pire quand c'est lamentablement, quand on teste un nouveau projet et qu'on n'arrive pas à faire de vente, par exemple, quand on investit dans quelque chose et qu'on se rend compte qu'on a fait une grosse connerie, qu'on n'aurait pas dû le faire, quand on vit une faillite, enfin voilà, on a toujours une sorte de honte. C'est culturel, voilà, c'est comme ça, c'est culturel, on n'a pas la culture de l'échec chez nous, et donc on a une sorte de forme de honte, et donc qui fait que du coup, dans le pire des cas, qu'on cache ça aux autres, ou alors qu'on atténue un petit peu l'échec ou l'effet de l'échec. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à me sentir véritablement bien, en paix avec moi-même et en paix avec la faillite, à partir du moment où justement j'ai eu l'honnêteté de dire ouvertement à tout le monde, bah oui, effectivement, non, j'avais une société mais elle est tombée en faillite. Pourquoi? Ben parce que voilà, j'ai fait des erreurs, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire, il y a des choses que j'ai pas fait que j'aurais dû faire, j'aurais dû réagir plus tôt quand telle chose s'est passée, j'aurais dû, enfin voilà, bref. Et à partir du moment où j'ai commencé à, entre guillemets, ouvertement en parler, alors que ce soit, par exemple, ici dans le groupe ou dans mes emails ou même tout simplement à mes proches, et que, voilà, et que je le fais de manière vraiment honnête et sincère, ça m'a aidé à être mieux et ça m'a aidé à justement développer justement ce mental d'acier parce que je me dis ben voilà, j'ai la capacité maintenant, je sais que j'ai la capacité maintenant, si je lance à un moment donné un nouveau projet, d'être tout à fait transparent et d'évoquer le fait que j'ai ce nouveau projet, en me disant que si de toute façon ben, je me plante ou ça marche pas, quelle qu'en soit la raison, ben c'est pas grave. Je le dirais, ben voilà, effectivement, j'ai voulu tester ça, je l'ai testé, j'ai fait les choses et ça n'a pas marché. Pas grave. Pourquoi ça n'a pas marché? Pour telle raison. Mais c'est pas grave, je vais tester autre chose. Tandis qu'avant ça, j'aurais plutôt eu tendance à être un petit peu timide par rapport à ça et à me dire ouais, je vais pas trop parler de ce nouveau projet parce que si je me plante, il galère, je vais commencer à devoir dire à tout le monde que je me suis planté. Et ça, je te conseille, peut-être que toi tu le fais déjà, hein, j'en sais rien, moi de nouveau voilà, je t'ai donné mon plan, je t'ai donné ma méthode exacte pour développer un mental d'acier, peut-être qu'il y a des éléments que tu fais déjà, peut-être qu'il y en a d'autres que justement que tu connais pas, mais moi en tout cas, c'est pas, voilà, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant d'avoir cette honnêteté avec moi-même et aussi avec les autres, et c'est quelque chose qui m'a fortement aidé et fortement boosté. Et moi maintenant ce que je te conseille,
eh ben, c'est de mettre en musique un petit peu cette théorie, qui est en fait une théorie pratique, hein, mais de le mettre en musique et de réfléchir justement par rapport à toi, par rapport à ta situation. Tiens, qu'est-ce que ça ferait si je mettais ça en pratique? Et puis, je te dirais autre chose, c'est fais-le. Fais-le maintenant, n'attends pas, parce que de nouveau, se développer un mental d'acier, c'est comme se développer un corps de rêve, tu vois, c'est pas 2 mois avant l'été qu'il faut commencer à se dire, ouïe, 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 il faut que je perde ce ventre, il faut que je fasse ci pour pouvoir rentrer dans mon maillot et être fier sur la plage, tu vois. C'est un truc que tu dois développer tout le temps. C'est un truc que tu dois développer le plus vite possible. C'est pareil, un mental d'acier, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure, c'est quelque chose sur lequel on ne doit jamais arrêter de travailler. Et donc, au plus tôt tu commences, au mieux c'est. Parce que tu peux pas dire quand est-ce que la prochaine emmerde va arriver. T'en sais rien. Alors peut-être que tu as une petite idée, hein, mais on sait jamais quand une grosse tuile peut nous tomber sur la gueule. Et donc, plus tôt tu te mets à travailler à développer ce mental d'acier, plus vite tu seras prêt à justement faire face à un certain nombre de difficultés. Donc je vais te rappeler un petit peu ces 7 éléments en résumé. Je t'invite vraiment à les noter vraiment sur une feuille, et je t'invite vraiment à faire en sorte justement d'appliquer ça à ta vie. Donc la première chose, voilà. Fixe-toi un objectif clair, précis et qui te challenge, selon une des méthodes que je t'ai évoquées. Ensuite, une fois que tu l'as fixé, et donc vraiment, hein, tu prends une feuille, tu notes en haut de cette feuille en grand, en encadré cet objectif. Et puis en dessous, tu listes, alors sans une raison, enfin en tout cas au moins 20, 30, 40, 50, plus il y en a, mieux c'est, raisons pour lesquelles tu dois atteindre cet objectif, pour lesquelles tu as décidé d'atteindre cet objectif. Tu travailles ensuite ta visualisation, et ça c'est quelque chose que je te conseille de faire régulièrement. En tout cas de travailler régulièrement la visualisation, donc quand tu visualises comment ce sera quand tu auras atteint l'objectif, et visualiser le trajet, le chemin que tu dois suivre pour atteindre cet objectif. Ça, je te conseille de quand même le faire régulièrement. Il y a une troisième visualisation que tu peux faire, que tu dois faire aussi, mais un peu moins souvent, c'est de visualiser comment ce sera si tu abandonnes. Ça, je te conseille à la limite, voilà, si à un moment donné, tu as un petit coup de mou, réfléchis, voilà, visualise ça, dis ouais, mais putain, là j'ai un petit coup de mou, mais si vraiment là, maintenant que j'ai un petit coup de mou, je fais pas en sorte de me donner un coup de pied au cul, comment ce sera si j'abandonne mon objectif? Comment ce sera si je l'atteins pas? Voilà. Imagine ensuite le pire et force le trait. Donc voilà, je t'ai expliqué toute la méthode. Fais-le, fais-le, fais-le. C'est vraiment, tu verras que ça sera hyper rassurant pour toi. Entoure-toi de mentors. Et là, voilà, regarde vraiment dans tous tes contacts, qu'ils soient Facebook, dans ton, voilà, ou dans tes listes email, enfin, j'en sais rien. Trouve dans tous les endroits où tu as des contacts et trouve-toi 1 à 3 personnes, grand max, qui pourraient correspondre à cette définition du mentor en te rappelant un petit peu des 2 conditions, c'est-à-dire que tu puisses quand même développer une certaine proximité avec la personne, même si elle n'est pas géographique, mais sans avoir quand même trop d'attaches émotionnelles et sentimentales. Fais des actions chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ne laisse pas passer un jour. Bon, alors à la limite, tu peux te laisser le week-end hein, si tu veux, mais je veux dire, chaque jour, prends cette habitude et développe cette habitude de faire une action concrète. Et enfin, sois honnête et développe cette capacité d'être honnête avec toi-même et avec les autres, surtout justement en ce qui concerne peut-être des galères ou des échecs que tu as vécu. Ça t'aidera fortement. Voilà. Qu'est-ce que je t'invite à faire maintenant? Voilà, je te l'ai dit, fais-le déjà, ça c'est la première chose, fais-le. Et ensuite, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est que tu réagisses à ce contenu. Alors déjà parce que c'est le premier sous ce nouveau format, le deuxième de ce format-là sera vendredi. Donc déjà parce que c'est le premier, et puis parce que voilà, j'espère que tu l'as ressenti. C'est un truc pour moi qui est indispensable, c'est un truc pour moi qui me tient personnellement fortement à cœur. Et donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton feedback là-dessus. Donc poste ton commentaire. Et surtout, mets-toi aussi en action par rapport à tout ça. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et je te remercie déjà d'avance de ton retour, de tes commentaires. Et moi, je te dis à demain pour le prochain contenu. Ciao, bye bye.